La vidéo. Il y a ni le Cherokee. Donc aujourd'hui, nous passons sur les caractéristiques des métaux. Est-ce que tu as bien compris? Tu n'écoutes même pas. Hein? Donc, les métaux sont caractérisés par leurs propriétés mécaniques, physiques et chimiques. Et premièrement, on va voir d'abord les propriétés mécaniques. Quelles sont les propriétés mécaniques? Les propriétés mécaniques sont des propriétés qui permettent simplement de façonner les métaux. Parmi ces propriétés, nous avons la dureté. Qu'est-ce que la dureté? C'est la propriété d'un métal de s'opposer à la pénétration d'un autre corps. Voilà. Donc, un métal est plus dur qu'un autre lorsque ce métal a la possibilité de résister à la pénétration d'un autre corps. Prenez l'exemple d'un clou en fer et vous avez une plaque en aluminium. Lorsque vous posez le clou en fer, la partie pointue, sur la plaque en aluminium, il faut damer le marteau dessus, c'est-à-dire sur le clou, vous allez voir que le clou va s'enfoncer dans l'aluminium. Le clou laisse une trace sur la plaque en aluminium. Le clou en fer laisse une trace sur la plaque en aluminium. Et en ce moment, on dit que le fer est plus dur que l'aluminium. Ou encore, l'aluminium est moins dur que le fer. Autre exemple, j'ai la craie ici. Je peux frotter l'ongle sur la craie. Qu'est-ce que je constate sur la craie? Alors, l'ongle laisse qu'une rayure sur la craie. Et entre l'ongle et la craie qui est plus dure que l'autre, c'est l'ongle qui est plus dur que la craie. Également, si vous prenez une plaque en aluminium et un clou en fer, lorsque vous tirez le clou en fer sur la plaque en aluminium, alors le clou laisse une rayure. Et raison pour laquelle on dit qu'un métal est plus dur qu'un autre, lorsqu'il raye cet autre métal, donc laisse une rayure. Mais il n'y a pas seulement entre les métaux, même les autres corps peuvent être plus durs, notamment que l'aluminium. Vous prenez par exemple le diamant. Le diamant aussi est plus dur que. C'est pas le métal. Oui, c'est pas un métal. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un métal est plus dur qu'un autre c'est-à-dire la propriété d'un métal de s'opposer à la pénétration d'un autre corps. Voilà. Donc la définition de la dureté. La malléabilité. Malléabilité, c'est-à-dire que le métal a la possibilité de se transformer en feuilles minces, en feuilles, soit par martelage, soit par laminage. Martelage signifie quoi? Vous prenez par exemple un métal et vous damez avec un marteau dessus, voilà, vous allez voir que le métal s'aplatit. Et cette opération est appelée le martelage. Mais le laminage, c'est quoi? Alors, c'est le compte. C'est-à-dire qu'ici, vous avez deux roues qui tournent. Voilà, c'est dans l'industrie plus. Vous avez deux roues qui tournent. Vous amenez un objet, par exemple métallique ici, et lorsque les deux roues, ça va passer entre les deux roues, et le métal sera aplati. Et cette opération est appelée le laminage. Cette propriété est utilisée pour la fabrication des tôles ou encore les papiers d'emballage. C'est par cette propriété, donc il faudrait que le métal présente cette propriété pour pouvoir fabriquer des tôles ou des papiers d'emballage. Exemple, l'aluminium et le fer sont malléables. Cette propriété est utile pour la fabrication des tôles ou des feuilles d'emballage. La ductilité. Alors ici, c'est le contraire de la malléabilité. C'est la propriété d'un métal d'être réduit en fil au passage d'une filière. Exemple, l'aluminium, le cuivre, le bois sont ductiles. Cette propriété est utile pour la fabrication des fils conducteurs du courant. Voilà. Alors ici, une filière, ce sont des petits trous, contrairement à ce que nous avons développé ici. Vous avez, par exemple,
des trous, une plaque présentant des trous différents, ça c'est aussi dans l'industrie. On amène le métal ici, et puis lorsqu'on amène le métal, alors de l'autre côté, par exemple, on tire lorsqu'on tire, et le métal s'est réduit en fil. Et cette propriété est utilisée pour la fabrication des fils et les poutres. Donc pour faire cela, il faudrait que le métal soit très tenace d'abord. Il faudrait que le métal soit tenace, c'est-à-dire qu'il doit résister à la rupture. Et le métal doit être malléable. Et en ce moment, on peut utiliser, c'est-à-dire on peut le transformer en film. Mais si le métal n'est pas malléable et n'est pas également résilient, alors vraiment c'est difficile de pouvoir le transformer en fil mince. La ductilité, et nous venons de l'expliquer, et la ténacité, c'est la propriété d'un métal de s'opposer à la traction. Elle est caractérisée par le point de rupture. Résister à la traction, prenez un fil métallique. Si vous tenez ce fil métallique à deux, par exemple, quand vous tirez, vous allez constater que ce fil résiste. Mais tous les métaux, je dis bien, n'ont pas le même, c'est-à-dire n'ont pas le même point de rupture. Arrivé à un certain point, à une certaine force que vous tirez, le métal se coupe. Et on dit que le métal atteint son point de rupture. Et ça se calcule également, ce point de rupture-là. Il y a des calculs qu'il faut faire. Ceux qui vont faire, par exemple, le ciment industriel, la mécanique, autre là, vous allez calculer le point de rupture de chaque métal. Donc, ce n'est pas n'importe comment. Vous avez également la résilience, elle caractérise la résistance d'un métal au choc. Quand vous prenez, par exemple, des métaux différents, soit une voiture qui est fabriquée en aluminium, c'est-à-dire dans la carrosserie en aluminium, et l'autre en fer, quand il y aura collision entre les deux, vous allez voir que la voiture, c'est-à-dire dont la carrosserie est en fer, va beaucoup plus résister que la voiture dont la carrosserie est en aluminium. Donc on peut dire que le fer est très plus résilient que l'aluminium. Propriété physique, couleur. Alors là aussi, chaque métal présente une couleur. Exemple, l'or est jaune, le fer est gris, l'aluminium est blanc. Alors vous avez aussi, on peut ajouter le cuivre est rouge. Le cuivre est rouge. Le cuivre est rouge. Bien. Est rouge. Voilà. Le cuivre est rouge. Donc, rouge, rougeâtre. Donc le cuivre est rouge. Bien, mais attention, rouge brique, hein, c'est pas vin rouge, mais rouge brique. Bien, nous avons l'éclat métallique. Qu'est-ce que l'éclat métallique? Ce n'est autre que l'aspect brillant. Lorsque vous allez au marché, vous allez trouver les tôles qu'on vend. Et quand vous sortez ces tôles-là, surtout les tôles galvanisées, vous allez constater que ces tôles présentent un éclat brillant. Alors cet éclat est appelé éclat métallique. Lorsque vous prenez un métal avec votre acier métaux, vous coupez, vous allez voir que non, le métal présente un éclat et cet éclat est appelé éclat métallique. Nous avons également la température de fusion ou point de fusion. C'est la température à laquelle un métal fond sous l'action de la chaleur. Elle se note TF, température de fusion. Donc, vous savez que les métaux fondent également. Un exemple, si vous allez au marché, vous avez votre poste radio en port téléviseur qui est endommagé, on soutire la pièce pour remettre cette pièce-là et on prend le tin. Alors, le tin, on fait passer, c'est-à-dire qu'on pose le tin entre les deux pièces et à l'aide du feu, plutôt de fer à souder, et on met là-dessus, le tin fond et soude les deux pièces. Donc, ça veut dire que les métaux également fondent. Est-ce que vous me suivez là? Et nous prenons l'exemple ici, c'est-à-dire la température à laquelle ce métal fond, alors est appelée température de fusion. Un exemple, le fer fond à 1530 degrés Celsius
On écrit température de fusion de fer égale à 1530 degrés Celsius. Celle du zinc est 420 degrés Celsius. Température d'ébullition au point d'ébullition. Là, l'ébullition, c'est quoi? C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et les métaux aussi ont cette possibilité de passer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est-à-dire, c'est la température à laquelle un métal fondu bouffe. Elle se note TEB, température d'ébullition. Exemple, l'aluminium bout à 2066 degrés Celsius. On écrit température d'ébullition de l'aluminium égale à 2066 degrés Celsius. Nous avons la température d'ébullition est appelée également point d'ébullition. Voilà, donc voilà. Et nous avons la conductivité électrique et thermique. Conductivité électrique et thermique. Conductivité électrique. Les métaux sont des conducteurs de chaleur thermique. Attention, là c'est thermique, c'est pas électrique. Conductivité thermique. Conductivité thermique. Thermique vient de quoi? Non. La chaleur. De température, monsieur. Thermique, c'est pas seulement la température. À ce sujet-là, la température, c'est une sensation de chaud ou de froid. Donc, dans la température, nous avons déjà du chaud ou de froid. Mais thermique vient seulement de la chaleur. Donc, conductivité thermique. Les métaux sont des conducteurs de chaleur. Alors, vous voyez, les manches des casséroles, par exemple, sont parfois protégées par la matière plastique. Est-ce que la matière plastique conduit le courant et conduit la chaleur? Non. Voilà. Et quelle est la propriété? C'est l'isolation thermique. Ce sont des isolants. Les matières plastiques sont des isolants électriques ou thermiques. Bien. Conductivité électrique. Les métaux conduisent l'électricité. Voilà. Là, vous savez, puisque vous envoyez la plupart des fils électriques que nous utilisons dans nos maisons sont métalliques. Donc, cela veut dire que les métaux conduisent bel et bien le courant et l'électrique. La propriété qui fait que les métaux conduisent le courant électrique, c'est-à-dire le contraire, c'est quoi? Le contraire, ce sont des isolants et électriques. Entre la matière plastique et les métaux, quels sont les conducteurs électriques et quels sont les isolants électriques ici? Les matières plastiques sont des isolants et électriques. Et les métaux sont conducteurs du courant et électriques. Des petites questions comme ça. Mais si vous n'arrivez pas, alors là, vous serez coincé. Voilà, en un mot. Bien, s'il vous plaît. Lorsque vous pensez, c'est-à-dire que à la sortie, vous n'allez rien détenir. Dites-vous que non. Dites-vous que non. On ne peut pas éviter. D'accord. Bien. Donc, nous avons commencé avec la structure, les caractéristiques des métaux et le reste de fini. On est maintenant avec le modèle mère de l'électron. Nous avons dit que le modèle mère de l'électron s'explique par le fait que dans les métaux, les électrons qui se détachent de leur atome se déplacent sans direction privilégiée. Et les atomes qui ont perdu les électrons deviennent direction positive ou cation. Donc, vous avez un métal, le métal est formé des atomes, et chaque atome peut perdre son électron, peut perdre ses électrons. Et là, surtout les électrons, la dernière couche, et une fois perdus, ces électrons vont se déplacer dans le métal et prendre des directions qui ne sont pas privilégiées. Oui, alors, on constate que ces électrons se déplacent d'une manière désordonnée. Et c'est ce qu'on appelle le modèle structure cristalline. Nous avons dit, je vous avais dit quel est le corps qui emploie une structure cristalline. Quel est le corps? Vous avez le sable, le diamant, tout ça, c'est une structure cristalline. Le sel, le cristal, tout ça ont une structure. Donc c'est comme les métaux. Les métaux également ont une structure cristalline. Alors pourquoi on dit que
La structure cristalline s'explique par le fait que les métaux sont formés aussi des arrangements ordonnés appelés cristal. Oh, suivez s'il vous plaît. Donc, ces arrangements ordonnés alors forment ce qu'on appelle un cristal. Un cristal est une répétition indéfinie d'un motif élémentaire appelé maille. Donc, l'ensemble des mailles, juxtaposées, alors forme ce qu'on appelle un cristal. Une maille est une unité structurale, une toute petite unité formée par une disposition nucléaire des atomes ou ions. On distingue plusieurs types de mailles. Parmi ces mailles, l'ensemble des mailles identiques est un réseau cristallin. Et on distingue le réseau cubique simple, le réseau cubique centré, le réseau cubique à face centrée et le réseau hexagonal compact. Voici le réseau cubique simple. Dans ce type de réseau, chaque maille est formée des atomes à chaque sommet. Dans ce type de réseau, chaque sommet de la maille porte un atome ou encore un ion. Et dans son compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc le nombre total d'atomes égale à 8. Nous avons le réseau cubique centré. Dans ce type de réseau, la maille élémentaire est un cube ayant un atome au centre de la maille. Au centre du cube ou encore au centre de la maille. Et un autre à chaque sommet. Voici l'atome qui est au centre et vous avez les atomes au sommet. Alors le nombre total d'atomes est égal à 9. Le réseau cubique à face centrée. La maille élémentaire est un cube ayant un atome au centre de chaque face et un autre au sommet de la maille. Donc, vous regardez ici. Oh, est-ce que vous suivez là? Toi qui es debout là. Tu as du temps en physique, chimie. Suis maintenant. Tu as pressé sur mon poil. Tout à fait là. Bien. Donc ici nous avons un atome à chaque sommet et vous avez un atome au centre de chaque face. Donc le nombre total d'atomes c'est égal à 14. Et enfin, les autres hexagonales compacts, un atome à chaque sommet. Donc ici le nombre total est égal à le nombre total d'atomes. Voilà. Et vous pouvez partir, c'est bon.